Merci. Bonjour et bonsoir plutôt à toutes et à tous. Dernière rencontre de la journée autour du thème de la laïcité en contexte de diversité culturelle. Un titre qui nous a été inspiré par vos travaux, Chala Chafik. À la table, Chala Chafik et Araski Saadi, Souad Baba Issa et moi, mais c'est Souad Baba Issa qui va présenter Chala. Et moi je m'occuperai de toi. Ça vaut la sens. Oui. Eh bien, bonsoir. C'est vrai qu'on vient de terminer un débat très intéressant et je pense qu'il est dans la suite logique, en fait, de ce qu'on a vu avec l'école. Est-ce que vous avez pu échanger avec les deux intervenants précédents? Chala Chafik, on se connaît depuis quelques années maintenant, Chala, donc je ne vais pas m'amuser à vous dire vous, hein, on va pouvoir continuer à se faire dessus. Et on va demander au téléphone de faire des respirations amnésiques. Donc Chala, en fait, est écrivaine et sociologue d'origine iranienne, puisqu'en 1983, elle a fui le régime de Khomeini et elle a trouvé l'exil en France. En fait, elle est dans ses travaux de sociologie, elle a publié différents ouvrages dans lesquels elle analyse toute la dimension totalitaire de l'islamisme en tant qu'idéologisation de l'islam. Elle a même reçu des prix pour son livre Islam politique, sexe et genre, le prix Le Monde de la recherche universitaire. Mais surtout, ce qui est intéressant, et c'est dans ce pourquoi nous la recevons aujourd'hui, c'est qu'elle a été directrice de l'ADRIC, c'est-à-dire l'Association pour le développement des relations interculturelles et pour la citoyenneté de 2004 à 2014, avec 2 guides qui sont parus sous sa direction, Situation spécifique des femmes issues des immigrations face aux discriminations et aux violences, et Laïcité, diversité, citoyenneté, et ce sont des guides qui ont reçu en 2008 un label lors de l'année européenne du dialogue interculturel. Mais Chala Chafik aussi, elle est l'auteur de plusieurs ouvrages, donc j'ai dit sociologiques, dont le dernier qui vient d'être publié, c'est Le Nouvel Homme islamiste, qu'elle avait déjà écrit il y a quelques années et qui a été mis à jour avec tout ce qui s'est passé en Iran depuis 2 ans, et que je vous invite à lire parce qu'il est vraiment très intéressant, et on comprend mieux aussi la situation actuelle de ce qui se passe dans la société iranienne, mais aussi d'un point de vue international et de toute la géopolitique et stratégie à travers le monde. C'est aussi des ouvrages tels que Demande au miroir et puis Le rendez-vous iranien de Simone de Beauvoir. Mais aujourd'hui, c'est justement la sociologue que l'on va interroger sur la question de l'interculturalité. Alors, ce qui s'est dit, donc on se connaît depuis longtemps, je vais te dire tout comme ça. Ça me ferait bizarre que tu me dises oui. Monsieur le Président. Alors, Araski Saadi, c'est quelqu'un qui est engagé depuis les années 80 dans le mouvement associatif berbère, notamment à Nancy, puisque tu ne commences pas à me contredire. Notamment à Nancy, et tu as été responsable d'association là-bas, tu as été responsable de l'ACB, aujourd'hui tu es le président de l'ACB, tu as une parfaite connaissance du mouvement associatif berbère, et tu es même président d'une fédération d'associations berbères. C'est un peu à ce titre qu'on t'a demandé de participer à cette table, pour évoquer dans ce contexte de diversité culturelle la place qui est faite, ou l'invisibilité peut-être des populations berbères en France. Et j'ajoute que tu es aussi par ailleurs élu à la mairie de Nancy sous l'étiquette écologiste. C'est ça. Tu veux ajouter autre chose? Non, ça va. C'est parfait. Je voulais juste dire que c'était plutôt dans les années 2000 que les années 80. Oui, c'est nous les années 80. Je voulais te vieillir. Qui va commencer? On va commencer par Chala parce que je pense que Chala, il est important que tu expliques ce complexe de l'interculturalité et qu'est-ce qu'on entend par interculturel et interculturalité. Bonjour, je suis contente d'être avec vous. J'étais déjà avec votre association. Je pense que quand Souad a une mémoire plus. En tout cas, je trouve que le travail que vous faites, c'est très important. Et effectivement, ouvrir à partir de la question culturelle, appartenance culturelle à une citoyenneté laïque et démocratique, c'est
un travail associatif qui est très important et de plus en plus important dans le monde actuel, où nous sommes face à un retour des identités partout. L'islamisme est une incarnation de ça, idéologisation de l'islam. L'islamisme n'est pas islam, n'est pas une pratique religieuse, c'est une pratique idéologique, mais à partir d'une religion. Et donc en Amérique, on voit le phénomène de Tea Party, après qui a donné à Trump et tout. Et en Europe, on voit la montée quand même des mouvements extrêmes sur la question de l'identité nationale. Vous voyez, c'est la question de l'identité, appartenance identitaire, exacerbation de cette appartenance, que ce soit appartenance culturelle, nationale, sexuelle, etc., qui est là actuellement, dans le monde actuel, nous interroge beaucoup par rapport à la question de la démocratie. Comment ces mouvements identitaires font barrage à la démocratie. Alors, moi, c'est intéressant puisque ça me renvoie à mon exil. Quand je suis, comme a dit très bien, ça veut dire très localement, notre ami Swat, on se connaît depuis longtemps, mon ami. Donc, quand je suis arrivée ici en 82, je ne connaissais rien de la langue française et j'étais quand même dans une période que tous les exilés connaissent, de désarroi total, puisque en Iran, après l'arrivée des islamistes, il y a eu un massacre de tous les gens qui n'étaient pas pour, même s'ils avaient participé dans la révolution contre le Shah, ils ont été dans les prisons. Et moi, j'étais condamnée à l'exil après presque 2 ans de clandestinité, puisque je ne voulais absolument pas quitter, comme beaucoup des exilés qui ne veulent pas, exilés politiques, je dis. Je ne parle pas de l'immigration qui, en soi, porte un projet. De toute façon, ce n'est pas la même chose. Donc, quand je suis arrivée ici, après m'être engagée dans l'apprentissage de la langue, après aller à l'université, à la Sorbonne, pour continuer les études de la sociologie, puisque j'étais étudiante de sociologie en Iran, de sciences humaines. Donc là, ça a commencé à m'interroger. En fait, à partir de l'exil, ça peut être la même chose pour l'immigration, la question « qui suis-je » prend une place particulière. D'où est-ce que je viens? Quel est mon rapport avec mon pays? Tout cela, ça prend une acuité autre. Et quand dans les années 90, j'ai été contactée par une personne qui travaillait dans le domaine interculturel, quand elle m'a dit « Est-ce que tu veux venir ?» à l'époque à ADRI, Agence de développement de relations interculturelles, et qui était un GIP privé, de gestion privée. Elle m'a dit, je dis sans hésitation, puisque ça faisait lien avec mon exil, avec mes questionnements. Et donc quand je suis allée là-bas, après avoir appris quand même travailler du terrain, puisque c'est ça qui est aussi très important, pour connaître un pays, il faut aller sur le terrain. On ne peut pas être dans un laboratoire, écrire des livres et tout. On peut, mais c'est coupé de la réalité. En tout cas, quand l'ADRI allait devenir la cité de l'histoire des immigrations, maintenant à Porto-Ré, mémoire, voilà. Moi, on m'a dit tout reste. Moi, je dis non. À l'époque, on a eu une discussion avec le directeur de l'époque qui sous la direction, ça veut dire en fait sous l'orientation de Jacques Toubon, ils étaient en train de préparer la mise en œuvre de ce musée. Moi, je dis non, je voudrais bien aller continuer dans le domaine interculturel puisque j'ai appris à connaître le terrain et j'ai repris, ils m'ont permis de reprendre le nom de l'ADRI, mais moi j'ai voulu ajouter le C de la citoyenneté, ADRIC. Agence de développement des relations interculturelles pour la citoyenneté. Et ça, pour moi, c'était une condition très importante. Pourquoi? Ça nous renvoie à la question que tu as posée. Puisque j'avais, en travaillant en France pendant ces 10 ans, allant dans toutes les régions, dans les quartiers populaires, dans les quartiers où les populations issues des immigrations étaient très présentes, puisque c'est ce qui est toujours le cas, il y a une politique de peuplement qui fait que les quartiers sont peuplés par les personnes qui viennent de même origine ou de différentes origines.
il y a eu pendant un temps, après les Français, les populations dites françaises de souche, puisque ça aussi, toutes ces problématiques tous ces concepts sont à réinterroger. Et moi, j'ai vu comment l'interculturel, on pourrait l'instrumentaliser contre la citoyenneté. En fait, on peut dire qu'au nom de culturel, on peut faire plein de choses. Par exemple, au nom de culturel, on peut justifier que les femmes soient inférieures aux hommes. Au nom de culturel, on peut justifier le racisme, l'antisémitisme. Toutes ces histoires au nom de l'identité culturelle. Et effectivement, là où l'interculturel doit sortir de ces pièges, c'est pour la citoyenneté. En fait, il faudrait que toutes ces appartenances qui sont tout à fait légitimes, moi j'ai toujours gardé mon iranité, même si je ne veux pas dans mon pays, ce que j'écris en langue persane, ça circule, je suis toujours sur la liste noire, mais en fait, je suis devenue même plus iranienne ici en exil, ça veut dire en fait plus intéressée à ce qui était la culture iranienne. J'écris en langue persane, je continue à écrire en farsi. Et effectivement, ça pose aucun problème, puisqu'il y a comme dit Salman Rushdie, il y a une patrie culturelle qui est la langue. De toute façon, la langue et toutes nos appartenances culturelles, en soi, c'est notre appartenance à un pays. Et même si on nous chasse de ce pays existe en nous. Effectivement. Donc, mais si on fait de cette appartenance, par exemple, si je n'avais pas appris la langue française, si je n'étais pas en contact avec cette société, et si je n'avais pas partagé avec la France les idéaux que je veux pour mon pays, l'égalité, liberté, fraternité, laïcité, donc je resterais dans mon coin et effectivement, l'altérité ne serait pas possible, puisque l'altérité, c'est le rapport à l'autre, c'est très problématique déjà. Cet autre est toujours, Sartre disait à l'époque, il disait l'enfer est l'autre. Et après les gens ont tellement manipulé cette phrase, il a été obligé d'expliquer. Il a dit, je ne voulais pas dire que les autres sont empoisonnants, ils nous brûlent et tout. Je voulais dire que nous définissons parfois et nous nous condamnons, autocondamnons ou nous nous interrogeons par rapport à l'image que les autres nous renvoient. Et parfois, quand cette image nous pèse, ça devient infernal. Voilà, c'est ça que... Et c'est ça la question de l'altérité. Ça veut dire comment on peut faire. Et après, dans le débat de l'époque, Merleau-Ponty lui avait dit, oui, l'autre c'est l'enfer, mais pour en sortir, il faut le dialogue. Là, dès qu'on commence le dialogue, l'enfer disparaît. Puisque le regard que vous m'envoyez va se vérifier dans le dialogue. Je pourrais avoir des préjugés quand je rentre dans cette salle en disant oui, c'est une association de telle origine, c'est des gens. Si je ne vous connaissais pas, parce que j'ai lu quand même, je vous connais, et grâce à Swad aussi, je connais encore mieux. Mais si j'avais pas ça, j'avais déjà une idée préconçue, puisque l'être humain, ou de toute façon notre cerveau, marche avec les préjugés. C'est pas, les préjugés en soi ne sont pas un problème. Le problème, c'est qu'ils se rigidifient parce qu'il n'y a pas le dialogue, il n'y a pas l'interaction. Je peux avoir une idée préconçue de vous, mais si on se parle, cette idée va être vérifiée et je vais avoir une image à peu près plus correcte. Mais s'il n'y a pas de dialogue, si chacun reste dans son coin, après impossibilité de dialogue, c'est la violence aussi. De toute façon, quand il n'y a pas le dialogue, il y aura des violences, effectivement. Et c'est là où l'interculturalité, développement des relations interculturelles pour la citoyenneté, demande la construction d'une alternative, d'une interculturalité alternative, démocratique. Donc pour cela, je vous donne 2 ou 3 codes que j'ai développés, puisqu'on a fait une recherche-action, on a fait à l'ADRIC des recherches-actions. Vous pouvez aussi regarder sur le site de l'ADRIC, www.adric.eu Europe, et là où on met les contenus de l'ADRIC. Mais on a fait
Moi, j'avais fait le choix, à l'époque, avec toute l'équipe de l'ADRI qui continue à travailler. Et moi, je suis toujours dans l'orientation. Et on a essayé de faire l'articuler entre la théorie et la pratique. Puisque parfois, le langage universitaire est tellement inaccessible que les gens, quand ils lisent, bon, ça va. Donc, effectivement, la recherche-action, formation était aller travailler avec les gens du terrain sur un sujet qui les divise. La laïcité, ça divise énormément. Moi, je suis allée dans les lycées, je suis allée dans les hôpitaux, partout, il y a eu des débats. Pourquoi cette laïcité? Pourquoi? Et il y a eu des jeunes dans le lycée qui me disaient, Chala, la laïcité, c'est contre nous, les musulmans. Et quand je leur expliquais que la laïcité était en 1905, et à l'époque, il n'y avait pas, les populations dites musulmanes n'étaient pas vraiment majoritaires, il y a plein de préjugés. Et là, on l'a amené en fait, on l'a formulé, quelles sont les idées reçues sur la laïcité. Par exemple, la laïcité serait seulement française. Alors, on oublie que la Turquie, sous Atatürk, a fait une laïcité presque identique. Après, on pourrait discuter pourquoi la Turquie a pris tel chemin, mais la laïcité était là, et même aujourd'hui. Et dans les autres pays aussi. Donc, il y a plein de préjugés. Et dans ces préjugés, finalement, quand on les regarde, on arrive à la question de l'identité culturelle. C'est là où ça se pose problème. Alors qu'en France, la laïcité a créé la même guerre, le même conflit. La laïcité n'a jamais réussi sans conflit. En France, à l'époque où la laïcité en 1905 a emporté, tout d'abord, la majorité de la société était beaucoup plus catholique qu'aujourd'hui dans son appartenance. L'Église catholique avait un pouvoir énorme, c'est pourquoi la laïcité était la séparation entre l'Église et l'État, parce que c'est l'Église catholique qui avait la main sur l'éducation, sur la justice, etc., etc. Donc la laïcité a été un élément nécessaire pour le développement de la démocratie et pour la citoyenneté démocratique. De la même façon que pour l'Iran aujourd'hui, par exemple. Et pour finir, je dirais que par exemple sur la révolution Femmes-Vie-Liberté, où les hommes et les femmes ensemble ont fait cette révolution qui est très intéressante. Je vais publier un livre là-dessus le mois de septembre qui s'appelle un orage des mots, qui dit les mots des jeunes hommes et femmes et hommes qui ont fait cette révolution, puisque c'est pas moi qui a fait cette révolution. Qu'est-ce qu'ils disaient? Qu'est-ce qu'ils voulaient? Qu'est-ce qu'ils avaient écrit? Qu'est-ce qu'ils avaient crié dans la rue? Qu'est-ce qu'ils avaient créé comme chanson? Et quand vous les regardez, la laïcité est partout. En fait, le peuple iranien a eu plusieurs décennies pour comprendre, les hommes aussi rejoindre les femmes pour dire on ne veut pas que les mollahs puissent dominer tout le peuple. Ce n'est pas que les femmes seulement, c'est tout le peuple. Il n'y a aucune citoyenneté possible quand la religion, n'importe quelle religion, prend le règne de la cité. Donc voilà, c'est ça le rapport entre la laïcité et l'interculturalité. En fait, ça comprend tous les domaines de vie. Tous les domaines de vie. Voilà. Merci, Chala. Identité, interculturalité, citoyenneté, laïcité, image que pour envoyer l'autre. Pour les Kabyles, il y a de quoi dire là-dessus. Pour les Kabyles, il y a de quoi dire. Et puis, moi, ce que je voudrais dire d'abord, c'est que si les autorités françaises, comme les autorités algériennes, comme les autorités en général, prenaient comme exemple l'ACB, nous avons reçu là, pendant le Printemps des Libertés, Chala Shafik, qui nous parle de l'Iran, de son pays d'origine. Nous avons reçu tout à l'heure quelqu'un comme Marc Large, dessinateur de presse, qui a vécu en Côte d'Ivoire, il a fini au Maroc, il est revenu dans le sud-ouest. Et nous recevons bien évidemment Hanifa Cherifi, fondatrice l'une des fondatrices des ACB. Si on prenait ce modèle d'ACB comme un modèle de multiculturalisme, hein, je vais parler plutôt de ça plutôt que d'interculturalité, de modèle de tolérance, je crois qu'on serait déjà sur une bonne voie. Et moi, je voulais dire simplement que moi, je suis impressionné, évidemment, comme vous tous, par le récit de Chala Shafik, parce que aujourd'hui, on assiste en France ou ailleurs
à des mouvements qui veulent revenir sur des libertés que ces pays-là ont acquis, y compris certains mouvements qui se disent féministes, mais qui disent, bon, non, mais en tant que féministe, je défends le voile. Oui. Ça donne à réfléchir, parce que quand dans ces pays-là, au péril de leur vie, elles s'exilent, elles risquent leur vie pour pouvoir acquérir certaines libertés, ça donne à réfléchir sur ce que nous vivons actuellement à l'échelon international. Moi, je serai très court, parce que je préfère échanger avec vous d'abord et avec la salle. Mais dans ce petit train qui est la laïcité favorisant le multiculturalisme, je vais vous proposer de nous arrêter 30 secondes dans 3 gares, simplement. D'abord, dans une première gare, c'est la loi de 1905, mais comme disait Montesquieu, la loi est l'esprit de la loi. La deuxième gare dans laquelle on fera une petite halte ensemble, si vous voulez, ce sera aussi cette histoire de compétition des identités, de compétition des mémoires. Est-ce que dans un modèle multiculturel, ça peut avoir sa place? La dernière gare dans laquelle je vous proposais de nous arrêter, c'est, vous savez, ce débat autour de l'identité nationale, dont se sont saisis les xénophobes, les assimilationnistes, pour nous dire, bah, justement, l'identité nationale, c'est tout sauf le multiculturalisme. La première gare, c'est l'esprit et pas seulement la loi de 1905, comme disait Montesquieu, la loi et l'esprit de la loi. Il y a la séparation de l'Église et de l'État, ça c'est la loi, c'est comme telle qu'elle a été votée, Aristide Briand et tous ceux qui ont défendu cette façon de faire. Mais l'esprit de la loi, je crois que quand même, c'est que ça permet, en fait, la laïcité, c'est la liberté d'avoir une opinion. Ce n'est pas une opinion, la laïcité, c'est la liberté d'en avoir une. C'est la liberté d'en avoir une tant que cette liberté n'appelle pas à la haine, tant que cette liberté ne nuit pas à notre cohésion et à notre vivre ensemble. Et cela, finalement, maintenant, la laïcité, c'est finalement une notion qui dépasse le seul côté religieux. C'est plutôt le côté qu'est-ce qui est privé, qu'est-ce qui est public. Qu'est-ce qu'on doit garder privé pour vivre ensemble et qu'est-ce qu'on peut mettre sur la place publique. Et là, ça nous donne la possibilité de reprendre ce train et de s'arrêter dans cette deuxième gare. Dans cette deuxième gare, justement, lorsque sur le domaine public, nous mettons nos différences comme un repoussoir, si on les porte comme ça en bandoulière, en drapeau, pour repousser l'autre, Chala Chafik disait tout à l'heure, moi quand je venais ici, bah, c'est une association culturelle berbère. Mais finalement, quand je me suis renseigné sur vous, cette berbérité, c'est pas quelque chose que vous mettez comme un repoussoir, comme un drapeau en bandoulière, c'est plutôt quelque chose qui permet de voir le monde sous l'œil berbère. Et le monde sous l'œil berbère, c'est vivant ensemble avec nos différences enrichissantes. C'est ça aussi, nous on n'est pas dans la compétition des mémoires, on pourrait rentrer là-dedans. Les ACB, moi en tant que président de la fédération des ACB, quand je vais à Montpellier, à Nancy, dans l'Ouest, j'ai jamais eu la sensation que les ACB mettaient une compétition des identités dans le débat public, en disant moi, mon identité, ma berbérité, elle est meilleure que ta négritude, elle est meilleure que ta judaïté. On ne fait pas ça, au contraire, on dit bon voilà, on veut bien vous parler de ce que nous lèguent les printemps berbères, mais on veut bien que vous nous disiez aussi, vous, ce que vous avez à nous léguer. Donc on ne va pas sur cette compétition des mémoires et des identités, et ça c'est intéressant, parce que là, nous, on est un peu dans qu'est-ce qui est public, ce qu'on fait aujourd'hui autour de l'ACB, et qu'est-ce qui est privé. Alors, qu'est-ce qui est privé, c'est de croire ou de ne pas croire, le drapeau, je sais pas quoi, un peu trop repoussant, tout ça, on essaie de le garder plutôt privé. Je veux juste encore, sur ce terrain-là, dire que il y a quand même beaucoup de tensions sociétales qui sont dues aujourd'hui à ces compétitions des mémoires. Dans une entreprise, au niveau des agents de la fonction publique territoriale, dans plein d'endroits comme ça, il y a des gens qui vont dire dans l'entreprise, bah oui, mais moi, je veux des jours fériés
supplémentaires, je veux des congés supplémentaires. Parce que mon identité, elle va au-delà du code du travail. Bon. Et il y a d'autres personnes qui vont dire, dans la restauration collective, vous savez, c'est le fameux régime alimentaire. Enfin, il y a beaucoup de tensions comme ça autour de ces questions-là. Et il y a par exemple des fois des mouvements qui disent, bah, moi je veux déboulonner une statue parce que je suis noir, j'ai subi, enfin mes ancêtres ont subi l'esclavage, je veux débaptiser cette rue, déboulonner. Et vous voyez, là on est dans la compétition des mémoires. Et là on est peut-être dans quelque chose qui peut faire exploser notre cohésion. Toutes les différences sont enrichissantes, les différences culturelles, les différences même cultuelles, à partir du moment où elles ne sont pas ostensiblement en compétition avec les autres. Moi, dans la dernière gare, justement, c'est ces histoires de débat autour de l'identité nationale. C'est Sarkozy qui avait en premier jeté ce pavé dans la mare quand il a voulu mettre dangereusement ce débat autour de l'identité nationale. Et ensuite, il a même créé le ministère de l'identité nationale et de l'immigration. Lier ces deux phénomènes. Le lien dangereux qui guettait tout le monde. Eh bien, les xénophobes, les assimilationnistes, tous ces gens-là se sont engouffrés dans cette brèche en disant, oui, retour à un modèle français uniforme, homogène, où on a tous le même habit, le même parti, pourquoi pas même la même orientation sexuelle, et on était en train d'aller vers le monde meilleur d'Aldous Huxley. Dans le monde meilleur d'Aldous Huxley, le meilleur des mondes, merci Salma. Voilà, le meilleur des mondes. Aldous Huxley, vous voyez, il a cette fiction qui dit, le meilleur des mondes, on n'est plus du tout, on est insipide, on est des alphas et des omégas, point barre. Donc vous voyez bien que c'est quelque chose de tout à fait dangereux. Vous voyez à qui je fais référence, ça c'est Éric Zemmour, c'est le Front National et le Rassemblement National, c'est les Ciotti, c'est tout cela. Et même maintenant, là, Bruno Retailleau, un ministre de la République française, qui sont là en disant il faut qu'on ait tous les mêmes prénoms, il faut qu'on ait tous les mêmes habits, il faut qu'on ait tous les mêmes, qu'on soit tous hétéros et qu'on soit tous... Bon, après, ces gens-là aussi, il faut qu'on le dise ici, faut qu'on le dise ici, ils sont laïcs que quand il s'agit de l'islam. C'est-à-dire que quand on parle des musulmans, vous savez à quel point nous, à la tribune, vous l'avez assez entendu, à quel point nous, on a quand même suffisamment de recul par rapport à la pratique religieuse, mais quand même, il faut qu'on sache rester objectif. Parce que face à ces gens-là, il ne faut pas qu'on se fasse instrumentaliser aussi par ces gens-là. Parce qu'ils ont une laïcité à géométrie variable. C'est-à-dire que quand il s'agit des musulmans, ils ne sont jamais assez laïcs. Les musulmans ne sont jamais assez laïcs, ils sont inintégrables et tout ce qu'on veut. Et quand il s'agit, par contre, de soutenir l'ABC de l'égalité à l'école, entre les garçons et les filles, quand il s'agit de soutenir, par exemple, de continuer à soutenir les droits acquis par les femmes, les droits à l'avortement, eh bien là, ils sont bizarrement tout de suite moins laïcs. Pour le droit à l'avortement, ils vont faire référence à l'Église, à la chrétienté de la France, comprenez, la vie, il faut qu'on revienne là-dessus, etc. Simone Veil se retournerait dans sa tombe. Quand il s'agit aussi de l'égalité des droits pour tout le monde, pour les hétéros autant que pour les homos, ils vont tout à coup perdre leur laïcité. Ils vont retrouver un relent de catholicisme fondamentaliste pour dire, non, la vie c'est un papa et une maman. Vous voyez bien toutes ces choses-là qu'ils peuvent mettre en avant. Donc tout à coup, ils sont beaucoup moins laïcs. Ils vont s'appuyer sur les mouvements comme Civitas, comme Sens commun, pour dire non, il faut retourner à une forme de pratique religieuse parce que la femme c'est le diable, l'homosexuel encore plus. Voilà. Donc ils ont cette laïcité à géométrie variable et nous on ne doit pas se laisser manipuler, qui sommes de laïcs convaincus, on ne doit pas se laisser manipuler par ce genre de mouvement. Voilà, moi je pense que cette gare me plaît bien, on peut s'y arrêter
et échanger et répondre aux questions si vous voulez. Et moi, je voulais dire deux choses par rapport. Je partage tout à fait la vision. Seulement sur la question de. Moi, je pense qu'il y a. Sur la question de l'islam et la laïcité, moi, je pense qu'il faut éviter deux écueils, pour moi, dans mes. D'une part, on dit l'islam, ça n'a rien à voir avec l'islamisme. Si. L'islamisme a quand même idéologisé l'islam. Et tant que les pays musulmans ne connaissent pas une laïcité, une pratique démocratique, malheureusement, on sera dans la même problématique. En fait, il faudrait que, moi je pense que l'avenir est dans une histoire de démocratie et de la laïcité. Et donc, les populations dites musulmanes qui sont ici en France, et moi je pense que si vous regardez par exemple la problématique du voile, ça devient très évident. C'est que les populations dites musulmanes sont depuis plus d'un siècle en France. Ils étaient là, ils sont là. Le problème de voile dans l'école publique ne s'est pas posé. C'était la première fois qu'il s'est posé, Madame Chérifi étant là, comme elle a beaucoup travaillé sur le sujet, et elle sait très bien que en 89, plus d'un siècle, les populations sont là, et le problème de port de voile à l'école publique, ça se pose en 89. La question intelligente, puisque parfois ce sont les questions qui sont importantes, ce n'est pas la réponse. Si on a des bonnes questions, on aura toujours un peu la moitié de réponse. Pourquoi en 89? Pourquoi pas en 50? Pourquoi? Et quand vous allez sur la question faire des recherches, c'est que nous avons fait à la DRIC d'ailleurs, et moi j'ai fait aussi, c'est parce que l'islamisme est passé par là. Les deux filles qui ont allé faire, et les associations du quartier qui sont venues les pousser à porter plainte et tout contre l'école, c'est des islamistes. Et quand vous disiez, Madame Chérifi, quand je vous ai entendu dire, oui, les gens disaient, nos parents ne connaissent pas l'islam, vous n'êtes pas sans le savoir que Madame Dunia Bouzard, sous étiquette d'anthropologie, a écrit un livre en disant les nouveaux travailleurs sociaux. Et quand je rencontrais Madame Bouzard, je lui ai dit, mais Madame, pourquoi vous pensez que les parents ne connaissent pas l'islam et que ces islamistes de quartier doivent être les nouveaux travailleurs sociaux? Elle a dit, oui, j'ai fait une grande erreur. Je dis, pourquoi vous ne faites pas votre autocritique? Puisque vous savez, on peut faire des erreurs. Mais après, si on fait son autocritique, les gens comprennent, la pensée avance. Mais si chaque jour vous dites une chose, demain vous dites autre chose, et après voilà, vous restez comme toujours la référence, ça crée des isanies dans l'esprit des publics, dans l'esprit des intellectuels, etc. Donc, effectivement, la question d'islamisme, ça interroge toute la société. Et pour vous dire que, par exemple, le burqa, 30% des études qui ont été faites, 30% des jeunes femmes qui ont porté le burqa, ce n'était pas d'origine musulmane, de familles musulmanes. C'était des familles qui étaient les familles catholiques, etc. Il faut interroger, j'écris d'ailleurs quelque chose sur une recherche que j'avais fait dans Le Monde, qui s'appelle « Pourquoi les jeunes sont absorbés », ça veut dire en fait attirés par l'islamisme, comme idéologie. Qu'est-ce qu'il y a dans cette idéologie qui les attire? Et vous le trouverez sur mon site, vous mettez chalachafif.com, il y aura des articles sur le sujet. Mais je pense que la question est tellement complexe qu'il faut devenir un peu plus intelligent et il faut vraiment changer. Ça veut dire qu'en fait, bien sûr, on pourrait dire que l'extrême droite, et c'est vrai, l'extrême droite manipule, l'extrême droite n'a jamais été laïque, c'est pas un mouvement laïque, mais il manipule la laïcité, maintenant il devient laïque. Pourquoi? Parce que la population demande la laïcité. Et ça apporte les votes. Et ça, c'est déjà une bonne chose que les gens demandent la laïcité. Mais nous, quel est notre discours face à la laïcité en tant qu'association qui sont de telle origine? Comment on fait le lien? Comment on parle de... Et sur la question d'avortement, il faut dire que l'avortement, heureusement que ça a été c'est rentré dans la loi constitutionnelle. Donc aucun ministre ou aucune tendance ne peut pas... Et même, je vous dis que même Mme Le Pen a voté parce qu'ils savent aussi dans quelle époque ils sont, donc l'importance de la citoyenneté.
c'est que si les citoyens français deviennent plus combatifs, s'il y a plus de rapports de force, de toute façon, Trump, quand vous regardez Trump en Amérique, il a gagné aussi avec beaucoup de la perspective, la faiblesse des gens qui le rivalisaient. C'est ça aussi. Si on n'a pas un discours qui parle au public de quartier, et moi j'étais tout le temps confrontée à ça. Quand on disait le sentiment d'insécurité, il y avait des gens au nom de la sociologie qui disaient c'est un sentiment. Oui, mais parfois le sentiment est plus important que... Puisque nous on agit par le sentiment, par la vision. Donc tant qu'on essaye d'écarter, minimiser en disant c'est pas grave le problème de la sécurité puisque c'est un sentiment. Mais pourquoi les gens ont un sentiment de la sécurité? Quand dans les quartiers vous voyez qu'il y a par exemple à Saint-Denis, Saint-Denis, parce que j'ai trouvé des coiffeurs laïcs. Les coiffeurs islamiques. Qu'est-ce que ça veut dire le coiffeur islamique? Quand vous allez demander, ça veut dire rien, ça veut dire que les femmes viennent tel jour, les hommes viennent, toujours sur la séparation de sexe. Et ça s'appelle le coiffeur islamique. Donc qu'est-ce que vous voulez que le public qui est dans ces quartiers pense de la laïcité? Quand on met la sauce de l'islam à tout pour les intérêts commerciaux, pour les intérêts de tout cela, donc il faudrait que les musulmans qui se disent laïcs puissent être sensibles sur ces sujets. Et quand il y a Samuel Paty qui a été égorgé, et effectivement, après les enseignants ont dit qu'il n'a pas eu même l'appui de l'équipe. Avant, il avait dit, il est allé voir, il a dit je suis menacé, je reçois le message, personne n'a pris au sérieux. Et les gens ont dit oui, on ne va pas faire de vagues et tout. Mais c'est pas possible. Ça veut dire qu'en fait, il faudrait défendre la laïcité de manière active. Il faudrait qu'on soit ensemble dans cela, dans l'intérêt de pouvoir vivre, même en tant que musulmans, juifs, bouddhistes, etc., de manière paisible. Puisque tant qu'il n'y a pas cette idée que ça nous concerne tous, on ne va pas agir alors que c'est l'avenir des enfants, c'est l'école, moi, je pense que, bien sûr, on peut critiquer l'école publique. Mais si vraiment les gens qui sont passés par là, depuis Albert Camus jusqu'aux les gens si on ne voit pas que cette école, c'est quand même un bastion pour nous. Ce n'est pas seulement pour les Français d'origine de souche, qui est une question, un concept qui est très suspect, puisque si vous voulez, qui sont les Français des souches, si vous allez sur moi, mon accent me trahit, ou mon type physique, etc., et mon parcours. Mais il y a des gens qu'on pense qu'ils sont Français. C'est les Italiens, les Polonais, tous les premières vagues d'immigration. Maintenant, on les prend comme dans cette salle, si on fait un exercice, on voit il y a des gens qu'on pense qu'ils sont Français, mais ils ne sont pas Français d'origine. Donc, s'ils veulent l'extrême droite, s'ils veulent faire une France pour les Français, une France pure, ils doivent créer des camps de concentration. Je suis désolée, puisqu'il y aura des populations qui sont français, qui ne sont pas français d'origine. Puisque la purification revient à là. Donc c'est pourquoi je dis, effectivement, on est face à des enjeux très importants de la vie et de tout ce qui nous importe. La laïcité ne nous est pas étrangère. Si ça vient de l'Iran, d'ici, etc. Et moi, comme j'ai à la fois travaillé sur la question iranienne et sur la question française, je pourrais vous dire qu'on est face, dans le monde actuel, on est face aux mêmes enjeux, en Europe, ailleurs. On est face aux enjeux identitaires. Comment faire, comme ça, sur ça je vous rejoins, comment faire que la manipulation identitaire n'arrive pas à grignoter les droits démocratiques? C'est ça. En fait, on est face à cet enjeu de la laïcité, interculturalité et la citoyenneté démocratique.
Et quand on dit les droits, on dit aussi les devoirs. Ça veut dire la citoyenneté, c'est pas seulement j'ai les droits d'eau, j'ai aussi le devoir d'eau. Et c'est là où, quand vous allez dans les écoles, les jeunes ne sont pas très très clairs sur ce sujet. Donc excusez-moi d'être si longue, mais voilà. Bon, moi je dis un mot, puis après, vraiment, Voilà, ce sera on très passe à court. la salle. Après, l'échange avec la salle est intéressant aussi parce que c'est nos publics, nos sympathisants, nos adhérents, et on s'inspire toujours aussi de vos réactions pour pouvoir se faire une idée. Juste deux phrases très courtes. La première, c'est que, bien évidemment que les islamistes sont les alliés indirects de l'extrême droite. Bien évidemment. Les islamistes sont les alliés indirects de l'extrême droite. Deux illustrations directes. Allez, direct. Je veux bien faire ça. Objectif, allez. Tous les mots que vous voulez, tous les adjectifs que vous voulez. Deux illustrations. Le FIS, Front Islamique du Salut en Algérie, gagne les élections législatives et il y a le fameux arrêt du processus électoral. L'un des premiers à avoir condamné l'arrêt du processus électoral pour dire il faut laisser le FIS gouverner, c'est Jean-Marie Le Pen. Vous pouvez retrouver ces déclarations de l'époque. Une autre illustration plus contemporaine. Des gens comme Farida Belgoul, qui est devenue, alors elle a été dans la marche des beurs et maintenant elle est devenue islamiste activiste. Son meilleur alter ego dans les conférences, c'est Alain Soral, c'est l'idéologue de l'extrême droite. Et là c'est le cas. Quant au ressenti, Chala Chafi, quant au ressenti et au ressentiment, vous avez raison de dire que quand il y a un ressentiment, il faut quand même en tenir compte et par les faits tenter de le faire disparaître. Mais le ressentiment, c'est aussi les médias qui le forgent. Moi, je jette ici à votre sagacité une réflexion. Attentat du Bataclan, tout près d'ici, dans le 11e. Eh bien, quand on fait des analyses de vote, vous savez, voilà, Moustapha a dit que j'étais élu, donc on fait ce genre d'analyse bureau de vote par bureau de vote. Eh bien, les bureaux de vote qui votent le moins extrême droite, le moins Front National, c'est les bureaux de vote où ont eu lieu les attentats de Charlie, les attentats du Bataclan. C'est quand même incroyable. Les bureaux de vote où le score du Front National, qui se dit lutter contre l'islamisme, sont les plus forts, c'est des bureaux de vote où il n'y a pas d'immigrés. C'est dans la ruralité, où il n'y a pas d'attentats, où il n'y a même pas d'insécurité. Donc c'est vrai qu'il y a une forme il faut tenir compte de ça, vous avez raison, mais parfois le ressentiment, il est créé aussi par les médias. Et enfin, et j'ai fini, je voulais aussi dire ici que dans cette forme de lutte pour un modèle multiculturel, parce que c'est celui-là qui est salvateur, aujourd'hui, l'extrême droite, le Front National, joue de la laïcité, vous avez raison, mais surtout, regardez, qui l'extrême droite attaque en justice? Les associations berbères, les associations, les élus républicains. Qui l'extrême droite menace? Les collectivités, certaines collectivités, vous savez, les conseils régionaux où le Front National leur fait des procès parce que ils n'ont pas tenu compte de ceci, de cela. Les associations culturelles. Mais jamais j'ai vu un procès, moi, Front National, mouvement islamiste. Dans les tribunaux, l'extrême droite française n'attaque jamais, je sais pas moi, la mosquée de je sais pas quoi, ou l'islamiste de je sais pas quoi. Il n'y a jamais de procès comme ça. Chaque fois que le Front National est en procès contre quelqu'un, c'est contre une association citoyenne, contre une collectivité territoriale. Jamais ils essayent ne serait-ce que d'attenter un procès à une mosquée ou à un mouvement islamiste ou des choses comme ça. C'est interpellant quand même. On va donner la parole à la salle, mais avant, je voudrais faire une précision avec Ariski. Parce que moi, je ne suis pas d'accord avec le terme que tu utilises de multiculturalisme. Le multiculturalisme, justement, c'est celui qui joue sur les identités figées, alors que, comme nous l'a rappelé Chala,
l'interculturalité crée la citoyenneté. Précision Voilà. importante. Oui, le modèle multiculturel, c'est cliché de manière un peu schématique, c'est le modèle anglo-saxon, Voilà. le modèle basé sur les communautés, le modèle citoyenneté démocratique, c'est basé sur l'individualité avec ses appartenances. En fait, c'est ce que vous développez, c'est plus dans le modèle interculturel. Mais vous m'avez voilà. convaincu. Voilà. Et c'était parce que... Vous avez raison. Toutes les deux. Première question. Très rapide, mais je voulais avoir votre avis sur les travaux de Leila Wardi. Leila. Leila Wardi. Et Leila, la Tunisienne. La Tunisienne qui a écrit les 3 derniers jours du prophète. Ah oui, oui, non, je ne connais pas très bien. Ah, dommage, mais c'était mon opinion sur ce qu'elle a fait comme projet de recherche, parce qu'elle a fait un travail, des intentions dans TED Talk, où il disait que moi, en tant que Tunisienne, qui n'a rien à voir avec disons, l'histoire, il était prof de lettres, il voyait émerger chez elle, à côté de chez elle, l'islamisme violent. Oui. Et dans sa culture, l'islam qu'elle connaissait, c'est l'islam du sourire de sa grand-mère. Tout à fait, tout à fait. Comme partout. Tout à fait. Mais quand on lit ce qu'elle a fait, il a fait une sorte de généalogie de cette violence de l'islam, mais on ne voit pas l'islam tranquille de sa grand-mère. Très intéressant comme Et ce biais-là, quand on quelque part, je vais faire une sorte de généalogie de cet islam violent, et donc d'où ça vient, sans relater l'islam tranquille. Donc c'est comme si on validait l'islam violent. Oui. Et on met de l'ombre. Très intéressant qu'on remarque. En fait, moi, j'ai vécu un peu la même chose. C'est pourquoi je vais vous dire que ça m'a beaucoup intéressé, même si je ne connais pas les travaux dont vous parlez, mais je pense qu'on risque de tomber dans le même paradoxe chaque fois qu'on dit islam tranquille, islam... Voilà, vous voyez, le problème n'est pas la tranquillité ni la modération. Le problème est politique, éminemment politique. N'importe quelle religion qui devient la référence politique et la référence d'une loi devient violente. Les islamistes qui sont parlementaristes, qui ne sont pas djihadistes, qui ne prennent pas de l'arme, sont aussi violents que les islamistes qui sont modérés, etc. Tout ça, on nous gargarise cela en disant oui, c'est voilà. Vous avez vu, Erdogan quand même, c'est très clair. Vous voyez, un type qui a fait le business, qui a amené, et même les Turcs étaient, oui, c'est un bon businessman. Après, vous voyez comment, pour arriver, et maintenant que la Turquie vit une crise économique, comment il est violent, comment il fait des pratiques stalinistes, il fait des pratiques autoritaires. Dès le début, il le faisait. Et d'ailleurs, ça passe toujours sur le dos de la sexualité des femmes, etc., etc. Ma grand-mère faisait un islam très tranquille. Ça veut dire qu'en fait, tranquille dans le sens où, moi, après, j'ai réfléchi, puisque comme j'étais très attirée par elle, ça veut dire en fait, je l'adorais, quand elle elle mettait le tchador pour faire la prière, je lui ai dit, moi, je vais aussi le mettre. Elle m'a dit non, non. Pour moi, c'est éducatif. Toi, tu ne vas pas le mettre. Après, quand tu seras grande, tu décideras toi-même. Moi, on m'a appris. Ça, plus tranquille que ça, tu ne peux pas trouver. Mais, les gens qui étaient comme elle, à côté de notre voisinage et tout, au moment de la révolution en 1979, quand les islamistes ont commencé par les mosquées à mobiliser les gens, ils ont trouvé ces femmes tranquilles, ils l'ont amené au nom de l'islam dans les manifs et tout, voilà. Et ces femmes ont fait, pas ma grand-mère, puisque elle était contre les mollahs de toute façon, mais les femmes qui étaient dans le voisinage, qui étaient très tranquilles, elles sont devenues des femmes très militantes islamistes. Donc c'est la question de l'idéologisation de l'argent qu'on met pour mobiliser. Regardez en Afrique, l'argent qui vient de, je sais pas, de l'Iran, de l'Arabie Saoudite, du Qatar, etc.
ils ont mis, les femmes africaines sont les plus libres de leur corps. Elles ont été toujours quasi nues. Si vous voulez, pour nous, c'était des décolletés. Mais regardez-le. Regardez comment. C'est pas, il n'y a pas de tranquillité quand il y a des stratégies politiques. Quand il y a la question de pouvoir, l'islamisme est une idéologie qui va s'accaparer de pouvoir, ils font faire, et les gens normaux, tranquilles et tout deviennent leur armée. Et voilà, regardez par exemple, mais moi, ça me fait mal quand il y a les intellectuels qui essayent de minimiser, ou essayent de, par les récits et tout minimiser, puisque la question est éminemment idéologique et politique. Mais par exemple, l'affaire de Boualem Sansal, c'est quand même un écrivain qui a été emprisonné pour son opinion. Moi, je peux ne pas être d'accord avec ce qu'elle dit. Ce qu'il dit, d'ailleurs, je ne connais pas les contours de sujet sur les frontières, etc. Mais c'est un écrivain et il est en prison. C'est ça, en tant que la personne qui écrit, c'est ça qui est quand même, qui me fait mal. Et je me dis, la liberté d'expression qui va avec la laïcité, puisque la laïcité permet d'avoir des différentes opinions, permet d'avoir, tant qu'on défend une opinion, on pourrait avoir au nom d'une religion, etc., etc. Mais le problème, c'est que il ne faut pas l'imposer, la laïcité, la citoyenneté. Et moi, j'ai eu des débats avec mes amis algériennes, d'origine algérienne ou ailleurs, qui disaient non, mais c'est normal, c'est pas normal, ça veut dire en fait, il allait à ne pas dire cela, ou il a pris des virages très douteux. D'accord, on peut avoir des critiques par rapport à lui, mais supporter qu'il y a un écrivain emprisonné pour avoir dit dans un entretien des choses, et après il y a quand même 300 personnes en Algérie qui sont dans le délit d'opinion dans les prisons, c'est quand même grave. Après, si le débat idéologique nous ramène tellement loin des droits humains, où est-ce qu'on va? C'est pourquoi je dis, de toute façon, dans le domaine politique, les conflits sont normaux. En fait, la société humaine avance par conflit. C'est-à-dire les gens qui disent qu'il y a quelque chose en France que dès le début j'ai compris, et je disais toujours, pourquoi le consensus? Tout le monde cherche en disant le consensus est bien. Non, le consensus est la fin. C'est pas le début. Au début, ça n'existe jamais le consensus. Le consensus, c'est un projet, on va le créer. Oui, c'est dans un processus, on fait le débat, on fait les conflits, il y a les débats d'idées, les débats des choses. Voilà, c'est normal. Mais si on pense qu'il faut être consensuel, on est dans la pensée unique. Et voilà, moi, quand j'allais dans les quartiers pour les discussions autour de mes livres, etc., il m'est arrivé de parler avec les femmes entièrement voilées, de parler avec l'extrême droite, ça veut dire de débattre. Et moi, je pense que c'est là où le débat devient intéressant. Quand il y a des gens qui défendent une opinion contraire. Sinon, si on est toujours d'accord, quel intérêt? Si vous voulez. C'est pourquoi je dis que moi, je pense que vraiment, l'arrestation et l'emprisonnement de Boualem Sansal, c'est vraiment une plaie culturelle et effectivement politique, mais aussi culturelle. Et le fait est que il n'y a pas je ne vois pas une défense très active parmi les personnes qui sont pour la citoyenneté et tout. Ça m'interroge. Question suivante. Merci infiniment pour ce développement très clair et très rationnel. Je pense qu'il y a quelque chose d'assez important qu'on n'a pas surligné. Si je prends particulièrement l'islam, c'est pas seulement... on parle de violence, mais en fait, l'islam triomphant dès le départ, et l'expansion de l'islam donc fait que la pensée, au fur et à mesure, surtout pour Harkoun, qui dit que la pensée s'est arrêtée en 1250. Okay. Alors, à partir de là, on ne pense plus rien. Ce qui veut dire que
cet islam triomphant crée une génération de gens qui sont exclusifs. Il n'y a plus de dialogue, puisque il n'y a plus de pensée. D'autant qu'après vient l'école, vient tout le travail, je dirais, des idéologies capitalistes, parce que je pense que c'est le capitalisme finalement qui a triomphé. Je ne sais pas, j'aimerais bien qu'un jour qu'on m'explique d'où vient tout l'argent là de l'islamisme. Parce qu'à mon avis, on doit tomber le... Donc voilà, le travail de Helawardi est extraordinaire, parce qu'il interroge. Non seulement qu'il interroge, mais elle interroge les 5 sources de la civilisation, ou de tout ce qui est de la charia, tout ce qui concerne l'islam. Les 5 sources sont interrogées. Et on se rend compte qu'effectivement, Mohammed n'a pas été enterré le premier ou le deuxième jour, il n'est enterré que 3 ou 4 jours après. Parce qu'il y a déjà un problème de conflit. Tout à fait. Et donc voilà, donc à partir de là commence tout le... Et moi maintenant, je vais vous poser une question, parce que je suis admiratif d'une grande civilisation que celle de l'Iran. Comment se fait-il qu'à un moment, face à cette immensité, parce que quand on va au Louvre, il y a des merveilles, comment qu'on tombe dans ce creux, et qui attend, et ma peur est immense, parce que je reviens d'Algérie, qui attend l'Algérie. D'autant que les islamistes sont au pouvoir en Algérie. Merci pour cette bonne question. Moi, je suis ravie d'être parmi vous, puisque je pense que toutes les questions, les remarques et tout sont très intelligentes, et ça démontre notre souci commun. On est dans le même bateau. On est dans le même bateau, qu'on soit iranien, français et algérien ou marocain, et tout le Maghreb est tunisien, puisque aujourd'hui, je ne sais pas si notre ami qui est là, moi j'avais lu pour le verdict qu'un tribunal a donné en Tunisie de 33 ans, de 3 mois à 33 ans pour les à 66 ans. Oui, oui, voilà. Il y a des verdicts parce que de procès, dites 2 mots. Dites 2 mots, vous. J'avais dit 2 mots sur ça. Puisque c'est tombé aujourd'hui, c'était dans les news aujourd'hui. Oui, je suis passée. Enfin, j'essaye de suivre un peu toutes les péripéties à la suite des printemps arabes. Et en fait, bon, vous savez tous qu'il y a eu une répression bien sûr importante en Tunisie, qu'il y a eu des arrestations en grand nombre de personnalités, avocats, que ce soit de gauche ou issus des Narda, voilà. Et donc, d'abord en prison, c'est vrai j'ai pas vu beaucoup de mobilisation en France pour soutenir ces prisonniers. Là, il y a eu un procès, donc il y a eu les verdicts. Enfin, c'est pas des verdicts, je pense que c'est des réquisitions. Mais j'ai lu aussi aujourd'hui. Entre 13 et 66 ans de prison en fonction. Et dedans, il y a Bernard-Henri qui a été condamné. Non, ça devient 66 ans. Non, 30 ans, je crois. Bernard-Henri, 13 ou 30 ans, je ne sais plus. Mais enfin, bref, il fait partie des condamnés. Sachez-le. Alors, il y a bien sûr plein de gens qui ne sont pas emprisonnés, qui sont à l'extérieur, qui ont réussi à fuir ou qui ont été jugés par contumace. Mais voilà. Mais c'est très intéressant. En fait, vous savez, tout ça, ça nous renvoie à la belle question, à la bonne question que vous avez posée et qui est mon traumatisme, la source de mon... Si vous voulez, là, quand j'ai fait cette révolution, j'ai participé en tant que jeune étudiante à cette révolution, et une fois que les islamistes ont pris le pouvoir, et moi, dans ma clandestinité, je me disais, mon Dieu, comment on a fait cela? Pourquoi on a fait cela? Comment ça se fait qu'on n'a pas vu? Alors que quand même, il y avait seulement à regarder Khomeini en France. D'ailleurs, j'ai fait une émission récemment. Il y a une émission qui s'appelle Rebobinage. Voilà. J'étais là pour 1979 pour un de mes livres. Alors,
ils ont passé le film de Khomeini, le grand homme, vieux tranquille, sous le pommier et tout. Mais moi, je leur ai dit, quelle image romantique et toute la France a exporté aussi, et nous aussi à l'intérieur. Vous savez, j'ai passé ce trauma. Tout d'abord, le régime islamiste a fait mon exil, parce que je ne voulais jamais quitter l'Iran. Mais toute ma carrière d'écrivaine a été par ce trauma. Ça veut dire en fait, par cette question que vous posez, comment cela c'était possible. Et j'ai essayé de vraiment aller étudier l'histoire contemporaine, regarder les dialogues avec les intellectuels arabes, puisqu'il y a aussi les intellectuels arabes ou berbères ou les autres ou les kabyles tout le monde est en train de réfléchir qu'est-ce que ça veut dire cet islamisme. Et comme vous l'avez dit, dès le début, l'histoire de l'islam est liée avec le pouvoir. En fait, l'islam a été à l'origine d'un des grands empires au XVe siècle. Quand vous regardez les empires qui déterminent le monde, c'est l'islam. C'est pourquoi le mot islamophobie, c'est tout à fait nul, puisque effectivement, ou le mot de dire les musulmans sont réprimés parce que musulmans, et on compare avec les noirs, c'est tout à fait faux. Puisque les noirs, il y a tout l'héritage de l'esclavage, le racisme, etc. Pour l'islam, vous trouvez le pouvoir, la richesse, etc., etc. Et même ici, M. Le Pen, par exemple, quand l'ambassade de la République islamique l'invite pour la fête de Nouvel An, il y allait. Aucun problème. Le problème de Front National, c'est avec les musulmans ici. Et d'ailleurs, quand j'étais arrivée ici en 83-4, quand j'étais ici déjà, mais j'étais en train d'apprendre la langue et tout, j'étais dans un village, je l'ai écrit d'ailleurs dans un de mes articles, et il y avait l'élection, et le slogan de Front National était « Intégrons les immigrés chez eux ». C'est ça. Au fond, il faut comprendre ce qu'ils veulent. Ça veut dire... En fait, c'est pas du tout ne pas aimer l'islam. C'est pas du tout ça. C'est les riches arabes qui viennent ici et après ils vont aller avoir tous les étages de Galerie Lafayette. Ils peuvent très bien, à l'époque où le burqa n'était pas interdit, venir acheter, et comme les Chinois aujourd'hui. Vous savez, c'est la question ailleurs. Et comme vous l'avez très bien dit, l'islamisme est ça n'a aucun problème avec le capitalisme, aucun problème. Mais le problème, c'est que l'islamisme n'est même pas capable, par exemple en Iran, leur pratique, c'est qu'ils ne sont même pas capables de développer un marché capitaliste islamique. Ils ne sont pas capables, puisqu'ils n'ont aucune idée de ce qui est l'économie. Et vous savez qu'en Arabie Saoudite, Ben Salman, il est obligé de faire des réformes quand il veut développer. Il ne faut pas rester dans ces catégories rigides en disant qu'est-ce que ça veut dire l'islam comme économie, puisque ça n'existe pas. C'est un débat moderne, c'est un débat... Il faut séparer entre l'islam et la gestion économique, la gestion politique, etc. C'est la seule porte de sortie. La laïcité, c'est la seule porte de sortie. Et effectivement, en Iran, j'ai trouvé la réponse pour nous, qui est la même chose pour l'Algérie, qui est là, puisque j'ai fait pour ma thèse une comparaison entre le pays du Maghreb et l'Iran. Mais ça n'a pas été publié, ça reste à publier. En tout cas, il y avait une problématique commune. C'est que nous sommes passés par, c'est-à-dire par des sortes de modernités mutilées, que ce soit en Iran ou ailleurs, où les réformes, les gouvernements qui voulaient faire des réformes, depuis Nasser, ou Pan-Arabie ou les autres, moderniser sans une modernité politique. Moderniser sans une modernité politique. Et effectivement, ça a créé des gouffres où l'islamisme s'est ancré. Ça veut dire que cette nouvelle identité, l'identité pan-arabe a connu l'échec. Les autres identités qui ont été... qui voulaient être socialistes et tout. Mais ce n'est pas possible. Sans une citoyenneté démocratique, vous ne pouvez pas mobiliser les gens pour les réformes. De toute façon, vous allez échouer. Après, quand il n'y a pas ça, il y aura la corruption. Le pouvoir en Algérie, après la post-coloniale,
jusqu'ici corrompus. Si vous voulez, c'est en Iran la même chose. Vous voyez, les islamistes ont créé une corruption qui n'a rien à voir avec l'époque du Shah. En fait, il y a une corruption totalitaire qui n'a rien à voir. Le gouvernement du Shah était un gouvernement classique, dictatorial, etc. Ils ont créé un totalitarisme basé sur la religion, et c'est ça que les jeunes Iraniens actuellement, ils disent on veut le passer. Et ils disent vive le Shah. Vous voyez, c'est ça le problème. Ça veut dire qu'en fait, moi je pense que c'est explicable pourquoi nous sommes passés par là. Les intellectuels ont joué un rôle très important, les politiques ont joué un rôle très important, le peuple a suivi, donc le Shah a fait ses propres erreurs. Donc il y a un ensemble de personnes, depuis le Shah jusqu'à son opposition, qui ont donné sur un plateau le pouvoir à Khomeini. Et la France aussi a joué son rôle, et les autres aussi. Et les pouvoirs occidentaux aussi ont soutenu. Je veux juste dire une chose à Chala Shafik, parce que ça me fait réagir, moi je serai très très court. Hein. Je veux dire que quand vous dites que le Front National dit intégrant les musulmans, les islamistes chez eux. Non, les immigrés. Les immigrés chez eux, et on voit bien ce qu'ils veulent dire par là. Je fais remarquer que intéressez-vous au vote des députés Front Nationaux, enfin des députés du Rassemblement National, Front Nationaux ça va bizarre, au Parlement européen ou à l'Assemblée. Chaque fois, ils votent contre les lois qui visent à lutter contre le terrorisme et contre l'islamisme. Par exemple, ils ont voté contre la loi qui voulait augmenter le budget dédié à l'antiterrorisme. Ils ont voté contre la loi qui était là pour, vous savez, le traçage de l'argent. Tout à l'heure, le capitalisme. Hein. Il y a une loi qui demande aux banquiers de tracer l'argent. Alors, elle a été quand même votée puisqu'ils sont minoritaires. Mais ils ont voté contre cette loi, par exemple. Donc, vous voyez, c'est quand même interpellant. Et enfin, je dis juste un truc. Là, ça n'a rien à voir avec le Front National, mais souvent, vous avez raison, Chala Shafik, souvent on dit, ouais, mais j'ai le droit à ma spiritualité. Ouais, les chrétiens, les musulmans, les religieux disent ça. Moi, ce qui m'interpelle toujours dans spiritualité, il y a spirituel. Faire preuve de son cerveau. C'est le cerveau qui est spirituel, c'est son entendement. Mais comme par hasard, chaque fois que vous allez à la mosquée, à l'église ou ailleurs, le curé vous dit, je dis la messe et vous dites Amen. L'imam vous dit, je dis les choses et vous dites Amen. C'est-à-dire, en gros, pour quelqu'un qui prétend vous donner spiritualité, il vous demande de mettre votre cerveau sur off. De ne jamais le contredire, de ne jamais avoir un débat avec lui, puisqu'il dit la messe ou l'imam dit... Mais tout dépend, il y a des curés quand même qui sont un peu plus... les imams, pas trop. Mais les imams, très peu. Si. Mais moi, je voulais dire quelque chose... Allez, la parole est à la salle. Voilà, la salle. On a la salle. Alors là, ça va être compliqué parce qu'après tout ce que vous avez dit, c'est que j'arrive pas à intervenir sur ce que vous voulez dire. Je vais intervenir sur quelque chose qui était largement antérieur, donc je peux pas. Non, allez-y. Oui, ce que je voulais dire, c'est que vous parliez de Sansal tout à l'heure, c'est juste. Et donc je me demandais en fait si vous pensez que on a le droit de tout dire, s'il n'y a pas au niveau des médias, s'il n'y a pas de manipulation de l'opinion publique. Il y a des travaux en sociologie qui sont soumis soit à l'autorité, etc., etc. Et il y a des chercheurs en France, en sociologie, qui ne sont jamais invités. Et est-ce qu'on a le droit de tout dire? Certainement pas. Et est-ce qu'on ne risque pas non plus la prison ou être, en tout cas, se retrouver dans les méandres de la justice par ces propos qui peuvent être juste des faits? Donc ça, je pense que c'est important. Et aussi, je pense aussi au processus quand on fait de la sociologie. Pour montrer la réalité sociale, il faut voir les choses en termes de processus et aussi de faire attention à la façon aux préjugés. Parce que normalement, on est censé se débarrasser des préjugés. En tout cas, c'est la démarche méthodologique à faire. Et Goffman et Howard Baker, par exemple, dans leurs travaux, ont fait en sorte de se débarrasser justement de ne pas employer des termes qui ont déjà une connotation morale. À partir du moment où on fait de la sociologie en partant de termes avec une connotation morale, par exemple le terme de déviant, si on dit que celui-là il est déjà déviant, je ne pense pas que les travaux soient potables. Concrètement, qu'est-ce que vous... Parce que ce que je reproche, c'est que... Je reproche pas forcément, mais je lui dis simplement que quand on fait de la sociologie,
Mais je comprends, mais sur quoi vous êtes... Sur certains mots qui en général, que j'entends, que ce soit dans les médias ou un peu Ah d'accord, partout, sur le et même média les sociologues ici. eux-mêmes. Ah d'accord. Parce qu'il y en a qui sont théoriciens et qui utilisent les travaux d'autrui, mais alors qu'en fait, il y a différentes façons de faire de la sociologie, en tout cas au niveau des démarches, la démarche de Weberian et compagnie. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où on emploie des mots avec une connotation morale, comment on peut faire de la sociologie? Quel est le rapport avec Par ça? exemple, connotation, quand on emploie par exemple le mot déviant, quand on emploie le terme de français de souche, ça c'est un terme qui a une connotation morale, parce que ça veut dire quoi? Parce que les êtres humains, ils n'ont pas de souche. Enfin, je veux dire, ils marchent à partir du moment où ils ont deux jambes, on n'est tous pas deux jambes. Voilà. Moi, je veux bien répondre donc à une partie de votre question, puis après Chana Shafiq, rapidement. La liberté d'expression, vous abordez la liberté d'expression. La liberté d'expression, elle est encadrée, ici en tout cas en France, par des lois. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une opinion et la dire à partir du moment où vous n'appelez pas à la haine, à partir du moment où vous n'appelez pas au trouble à l'ordre public. Enfin, je ne vais pas faire la loi, mais... Attendez, madame, on va vous répondre. En tout cas, la liberté d'expression va jusqu'à un certain point. C'est à partir du moment où vous n'appelez pas à la haine, où vous n'appelez pas au racisme, où vous n'appelez pas au trouble à l'ordre public. À partir de là, vous pouvez avoir une certaine forme de liberté d'expression. Maintenant, par rapport à l'Algérie, puisqu'on parlait de Saint-Saëns, hier, Saïd Sadi nous disait, je ne sais pas pour le plagier, mais c'est juste parce que la conférence, elle est encore fraîche dans nos mémoires, il disait que d'autres personnes ont dit exactement des choses aussi contestables que ce qu'il a dit lui, ils n'ont jamais été inquiétés, aucun d'entre eux n'est en prison. Donc là aussi, c'est un peu problématique. Quant aux médias, vous avez raison, et bien évidemment qu'il y a des lignes éditoriales, bien évidemment que les médias invitent selon leurs lignes éditoriales. Ce qui lutte contre la manipulation des esprits par les médias, c'est la liberté d'avoir plusieurs médias. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un pays, pour l'instant, en tout cas en France, c'est comme ça, vous pouvez lire, pour ce qui est de la presse écrite, de Mediapart en passant par Libération jusqu'au Figaro, et pour ce qui est de la télé, vous pouvez aller de Arte jusqu'à, malheureusement, BFM. C'est ça qui fait que vous pouvez vous forger votre propre opinion. Et ce qu'on peut encourager, c'est de se forger son opinion en écoutant plusieurs sources d'informations. Oui, tout à fait. Moi, je pense qu'on peut tout dire. Pour répondre à votre question, chacun peut tout dire, mais il doit assumer les conséquences. Et ces conséquences dans une société démocratique, c'est d'être interpellé, critiqué, et même, par exemple, Charlie Hebdo, par exemple, les gens peuvent aller porter plainte. Mais c'était pas la peine d'aller tuer les gens et tuer c'est pas la peine de mettre un écrivain en prison. On peut mettre Boualem Sarsal face à la critique de ses opinions. J'étais par rapport, vous avez parlé de ça, justement. On ne va pas faire un dialogue avec vous, madame, il y a des gens qui veulent parler. Oui, d'accord. Que ce soit par exemple dans la recherche, des choses qu'on a le droit de dire et pas dire. D'accord. Ah oui, oui, oui. Non, mais j'ai bien compris. Non, mais vous avez raison. On va prendre une autre non, deux mots seulement. Après, vous pourrez continuer cet échange là autour d'un verre d'amitié. Non, c'est pas, il n'y a pas. La France nous offre une possibilité de discussion sur des sujets qu'on a pu fuir. C'est-à-dire, moi, je suis arrivé en France en 92 au moment où les intégristes recevaient des asiles territoriaux, contrairement à des berbères qui vraiment galéraient pour obtenir un laissez-passer. C'est-à-dire, quand on comprend les situations d'origine, parce qu'en réalité, que ce soit vous, en tant qu'Iranienne d'origine, autant que moi, Algérien d'origine, on est traversé par deux choses. C'est-à-dire, il y a une compréhension à l'origine de ce qui nous a fait fuir, et puis la compréhension du sujet qui nous habite aujourd'hui, qui est posé par la France. Alors, quelle est la situation en tant que funambule dans ce cas? C'est-à-dire, en gros, vous comprenez la face et vous comprenez le revers. Donc, il y en a un qui se satisfait parce qu'il dit, ah ben regardez, elle qui est bien intégrée, donc elle comprend les phénomènes de l'islamisme, et les islamistes qui vous considèrent comme une renégate. Je ne sais pas si on dit le nom. Donc, c'est très, en gros, cette position presque sur une ligne de crête,
elle engendre une intranquillité chez vous. Bien sûr. Donc, la question, bien sûr, on comprend la laïcité, mais on travaille contre aussi cette laïcité véhiculée par la France et défendue par la France. En réalité, vous êtes la gardienne de la laïcité, mais au sens absolu du terme, pas française. Oui. Non, mais je vous remercie pour cette remarque, puisque la laïcité, pour moi, c'est un principe universel. Et universable. Elle n'est pas l'apanage. Il faut qu'ils comprennent que ce n'est pas l'apanage des femmes. Oui, voilà. mais c'est ce que j'ai dit dès le début. J'ai dit, un des préjugés sur la laïcité, c'est qu'il est uniquement français, alors qu'en Turquie ou ailleurs, etc. Moi, je pense que la laïcité, comme l'égalité, fraternité, liberté, ce sont des valeurs universelles. Et donc, effectivement, ça fait partie de l'histoire de l'humanité. Je vais plus loin. Par exemple, l'abolition de peine de mort est anglaise, mais est devenue après universelle, puisque ce sont des acquis de l'humanité. Les écrivains qui écrivent, que je lis, que ce soit japonais ou arabes ou les autres, ou kabyles, les autres, ça fait partie de moi. Moi, je pense que ce qui est important pour que l'interculturel réussisse, c'est transculturel. Transculturel, c'est celui qui transcende toutes les cultures. Et dans toutes les cultures, les valeurs sont les mêmes. Si vous voulez, je pense qu'aucune personne au monde dirait je vais être discriminée. Je vais être, ça veut dire tout le monde, les désirs de l'humanité pour avoir une vie meilleure, ça se partage. Maintenant, les idéologies peuvent faire obstacle. Et si laïcité, comme le féminisme, comme les autres idéologisent, moi je ne suis pas pour. Moi je pense que là où ça devient une valeur universelle qu'on peut partager, mais quand par exemple les gens, les tendances extrêmes manipulent la laïcité, je serais contre. Et pour quand même, je pense que madame, je n'avais pas très bien compris, elle pose une question essentielle. Ça veut dire que dans le domaine de la recherche, quand on fait la recherche, comment on pourrait garantir l'objectivité? Ça veut dire en fait que je ne suis pas dans l'idéologie, que je ne suis pas... La seule chose, Edgar Morin, je pense qu'il a donné une réponse assez intéressante à cette question qui est très importante, que madame a posée. C'est qu'on n'est jamais 100% l'objectif. Jamais. La subjectivité, toujours elle est là. Mais moi, en tant que la personne qui fait la recherche, je pourrais me donner des règles et des méthodes pour arriver à être le plus objectif possible. Une de ces règles est que moi, je donne mes références. Aucune théorie ne tombe dessus. C'est la différence entre la science et la croyance. La science est toujours discutable. Vous ne pouvez pas prétendre, moi je ne peux pas prétendre que le livre que j'ai écrit sur pourquoi la révolution iranienne et tout, elle a dit le dernier mot. Jamais. Mais ce que je peux offrir au lecteur ou aux lectrices, c'est de dire, expliciter les idées, ça vient d'où, quelles sont les références, et deuxièmement, leur permettre de voir le processus de réflexion, comment je suis arrivée à là et tout, et troisièmement, de les mettre à l'exergue de réalités sociales, historiques, etc., etc. D'où l'importance d'être en rapport avec cela. Si les labos de l'université ne sont pas en rapport, après on crée des concepts pour les fonds, etc., comme le féminisme islamique. Le féminisme islamique n'est jamais venu du terrain. Moi, j'ai fait des recherches là-dessus. Est venu du fait que les gens veulent être antiracistes, etc., etc. Ils ont dit c'est très bien de mettre l'islam à cette sauce de féminisme. Non, c'est pas très bien. Ça veut dire qu'en fait, il faudrait regarder, être en rapport, après interroger les choses. On ne peut pas aller exporter les idées de... si vous voulez, il y a certains tâches et démarches pour être 100%. Et quatrièmement, le plus important, c'est que la possibilité de critique, la modernité, c'est ça. La possibilité de critique. Quand vous me critiquez, ce n'est pas moi qui suis. C'est mon idée et l'idée est changeable. Ça veut dire que moi, mon idée, je ne le prends pas comme un verset. Je dis, ok, très bien, j'écoute cette critique. Si elle est valable, je réfléchis. C'est ça la démocratie. Après, effectivement, je défends bec et ongle mon idée.
mais je vous donne aussi le droit de critiquer bec et ongle Monique de Ballas, c'est ça? Pour une dernière question. Non, parce que je pense que vous avez besoin de respirer laïquement. Oui, oui. Vous avez besoin d'une grande respiration laïque. Non, ce n'est pas fini. Restez assis. Ils n'ont pas compris ce que c'est. Ils n'ont pas compris ce qu'était la respiration laïque. Pourtant, j'en profite pour saluer Aristide Maitret, qui au cours de ces deux jours nous a permis d'avoir des respirations laïques à travers son texte « Je suis laïque ». Dans une société plus diverse, la laïcité est garante de notre unité. Elle nous prémunit contre le poison du communautarisme qui n'épargne pas certains de nos voisins. Aristide Briand. La seule règle qui soit originale aujourd'hui, apprendre à vivre et à mourir, et pour être homme, refuser d'être Dieu. Albert Camus, dans L'homme révolté. La laïcité signifie que dans la société, nous sommes définis par notre citoyenneté et en aucun cas par notre religion. Abdel Malik, rappeur, un texte de 2015. Si dans la maison de la République, un membre n'est pas reconnu en tant que citoyen à part entière, mais est désigné comme musulman, indépendamment de son choix, de sa foi, comme l'étaient les musulmans d'Algérie sous la colonisation, alors il n'a pas sa liberté de conscience. Patrick Weil, de la laïcité en France. L'identité mène à l'identique. J'aime tendrement les différentes communautés auxquelles j'appartiens. Françaises, juives, marocaines, judiciaires, laïques, celles de la bande dessinée ou de l'écriture, mais avec une absolue méfiance à l'égard de chacune d'elles. L'idée communautaire est l'ennemi de la libre conscience et de l'universalité. Ne se laisser enfermer dans aucune de ces cases, c'est la seule manière de ne pas être entraîné là où on ne veut pas aller, de rester soi-même, de n'accepter aucune hiérarchie entre les humains. Penser contre chacune de ces identités, en général non choisies, est un impératif pour ne se laisser écraser par aucune. Richard Malka. Le nœud est là, quand la vérité une et indivisible se divise en deux, en quatre, en mille. Elle ne donne pas des demi, des quarts ou des miettes de vérité, mais des mensonges entiers par milliers et des violences sans fin. Attention à la réaction en chaîne, c'est le principe même de la bombe atomique. D'où l'absolue nécessité pour tout pays de vivre dans une langue commune, constamment accordée, et de poursuivre ensemble le même grand rêve de liberté, d'égalité et de fraternité. Attention, si récusant la Trinité, les uns veulent seulement la fraternité et les autres uniquement la liberté ou l'égalité, c'est le cauchemar pour tous. Il n'y a pas de vente à la pièce, on prend tout, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ou on laisse tout et on va chercher le bonheur ailleurs. Voilà son sale. La laïcité comme régime politique est en effet une cible éminente pour les visées intégristes. Cette éminence la désigne comme le point de résistance le plus puissant pour s'en prémunir, à condition de ne pas renoncer à cette puissance par des accommodements qui la ruinent et qui la ruinent. La laïcité va jusqu'aux racines de la disjonction entre foi et loi. Au-delà même de la séparation des églises et de l'État, elle rend le lien politique totalement indépendant de toute forme de croyance ou d'appartenance. Il ne se forme pas sur le modèle d'un lien préexistant, religieux, coutumier, ethnique. L'appartenance préalable à une communauté n'est pas nécessairement contraire au lien politique, mais elle n'est jamais requise par lui. Et si une appartenance entend priver ses membres des droits ou les exempter de devoirs de chacun, l'association politique la combat. On voit alors
que Synintégrisme peut encore s'accommoder d'une association politique moléculaire où les communautés en tant que telles sont politiquement retenues, il ne peut que haïr celle qui réunit des atomes individuels qui accordent aux communautés un statut juridique jouissant d'une grande liberté, mais leur refuse celui d'agents politiques ès-qualité. Catherine Kinsler, philosophe de la laïcité, texte de 2015. Dernière respiration laïque, ça fait du bien. Quand j'entends des âmes croyantes sensibles dire qu'il ne faut pas se moquer de la religion parce que ça blesse, il m'est difficile de garder mon calme. Tu, Voltaire, disais bien pire à ton époque sur le christianisme que nous n'en disons aujourd'hui sur l'islam. Et c'était il y a 250 ans. Mais il y a une différence qui complique tout. Comme le christianisme d'hier, l'islam d'aujourd'hui est une religion d'oppression. Le problème, c'est que c'est également la religion des oppressés. On ne peut pas nier la colonisation et ses crimes, l'exploitation, le racisme, les discriminations. On se casse les dents sur ce double constat. Alors pour certains, si l'on dénonce l'islam qui opprime, on serait islamophobe, et pour d'autres, si l'on ne réfléchit qu'en termes de musulmans dominés, on serait islamo-gauchiste. Pour des personnes de bonne foi, la solution semblerait évidente, dénoncer l'oppression religieuse et le racisme tout aussi fermement. Sur le papier, c'est simple. Dans la réalité, on se fait cogner de toutes parts. Richard Malka. Merci de votre attention et puis merci d'être avec nous pendant tout ce week-end. Et on vous donne rendez-vous donc dès mardi soir. À quelle heure? À 19h. À la MJC. À la MJC. Oui, c'est à la MJC de Haute-Belleville.